Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Un dernier petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Milestone Connect revient pour sa seconde édition le mardi 25 mars 2025 à Annecy, toujours à l'hôtel Novotel Atria. Une journée pour faire le point sur le secteur et anticiper les futures tendances avec les experts et les figures du milieu du trail, mais aussi du temps pour networker. Infos et réservations sur le site Milestone ou sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous, je reçois aujourd'hui le directeur général du réseau de magasins spécialisés Running Conseil, Jérémy Marchetti. L'occasion de faire le bilan de l'année 2024 du business du running, de se projeter sur l'année 2025 et les suivantes, mais aussi de parler rentabilité, part de marché, segment, concurrence ou encore stratégie commerciale, marketing et e-commerce. Autant de termes que les acteurs du monde économique ont l'habitude de manipuler et que l'on va décrypter ensemble. Bonjour Jérémy et merci de m'accorder ce temps d'échange dans un emploi du temps très très chargé. Ouais, bonjour Fred, merci pour l'invitation. Effectivement, en ce moment, c'est intense chez nous et les journées, on compte pas les heures sur Running Conseil, en tout cas pour ma part. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce groupement Running Conseil. Mais avant tout, tu occupes la fonction de directeur général, une fonction importante. Peux-tu te présenter et revenir sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui, puisque les gens ne te voient pas, certains ne te connaissent pas tous, mais tu es relativement jeune. Oui, il paraît que je fais pas mon âge, j'ai 43 ans. Je viens d'un monde différent qui est le pneumatique avec toute ma famille, malgré les études. Je suis rentré dans le commerce par la porte du pneu et l'entreprise qu'avait créée mon grand-père à l'époque, qui a été repris ensuite par mes parents, oncles et tantes, pardon. Et moi-même, j'ai géré le business en les accompagnant du mieux que j'ai pu. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice familial et derrière, la passion a pris le dessus. J'ai ouvert la boutique avec mon associé sur Toulon-Ouest en tant que running conseil Olioul. C'est comme ça que je suis rentré progressivement dans le réseau. Et de fil en aiguille, je me suis investi dans ce GIE qui était pour moi une nouvelle famille professionnelle et je suis passé par toutes les étapes, donc conseil d'administration, différentes commissions, pour arriver au poste que j'occupe actuellement de directeur général. Ce réseau va fêter bientôt ses 30 ans, ça sera au cours de l'année 2025. J'ai connu les débuts, puisque je crois qu'un des initiateurs de ce réseau, c'est Jean-Marc Boson, qui était du côté de la Haute-Savoie, à Annemasse. Un réseau qui ne cesse de croître, on y reviendra plus tard. Mais justement, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un GIE qui, je crois, est maintenant plutôt organisé autour d'une coopérative. Alors GIE, c'est Groupement d'intérêt économique. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui la structure juridique de Running Conseil? Ouais, bien sûr, c'est ça. À la base, c'était un groupement d'intérêt économique fondé par Jean-Marc Boson et à l'époque d'autres magasins indépendants qui souhaitaient tout simplement se regrouper déjà à l'époque pour grouper leurs achats, peser un petit peu plus sur les marques. Aujourd'hui, le GIE, depuis juin 2022, a basculé en coopérative. Pourquoi? Parce que bah, le réseau a grossi, hein. À la fondation, en 1995, ils étaient une poignée de magasins, à peine 10. Aujourd'hui, on est 75. Donc tu comprends qu'il a fallu mettre des process en place, se border.
La coopérative a pour fonction de mettre dans les meilleures dispositions les magasins, et que ce soit en termes de communication, de marketing. Aujourd'hui, on est arrivé aussi avec un site internet, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, et toutes ces choses-là, ben, ça prend de plus en plus de temps. Donc Jean-Marc, quand il a créé, pour la petite histoire, avec ses copains, le réseau, Running Conseil, je suis allé pas, il y a pas longtemps chez lui, il me montrait, bah, c'est né là, voilà, dans la cave de son sous-sol. Il me dit, alors avec ma femme Sylvie, puisque c'est les deux artisans pendant de longues années du réseau, ah ben voilà, Running Conseil, c'est là que c'est né, c'est passé comme ci, comme ça. Il m'expliquait, puis on a blagué jusqu'à 2 heures du matin, et il était un petit peu sur le cul, permets-moi l'expression, de ce qu'est le réseau aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, bien sûr, on doit aux anciens, mais on doit aussi à notre président actuel qui a su nous insuffler une autre trajectoire, donc Marc Chevillard. Ce qui a changé entre Jean-Marc et Marc et le conseil d'administration, c'est que avant on parlait beaucoup et on était tous dans nos magasins, et donc on consacrait un tout petit peu de temps au réseau. Et progressivement, on a écrit les choses, on s'est projeté à plusieurs années. Et maintenant, ben, quand on écrit les choses derrière, on le fait. Et petit à petit, on a eu un salarié, deux salariés, trois salariés, quatre salariés. Et puis ben là, tu vois, on cumule, on vient de racheter une boîte informatique et on est neuf désormais à œuvrer pour le bien-être de tout ce groupe qui est la coopérative Running Rando Conseil. Alors, tu l'as dit, un président de groupement, Marc Chevillard, un directeur général, toi en l'occurrence. Quel est ton rôle précis aujourd'hui dans l'animation de ce réseau? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une passerelle entre Marc et moi. Donc, Marc qui est le président, il est le président du conseil d'administration. Donc, on va dire qu'il est président bénévole, hein. Il passe le plus clair de son temps sur des sujets que je ne traite pas beaucoup. On va dire toute la partie fédération, FCA, etc. Et chaque membre du conseil d'administration s'occupe avec un salarié d'une commission et d'un magasin extérieur. Donc, ils fonctionnent à trois. Et puis ils avancent tranquillement pour les sujets informatiques, les sujets achats négo, etc. Moi, en tant que directeur général, je suis son binôme et aujourd'hui, j'ai repris la plupart des dossiers et je suis sur toute la partie opérationnelle, un petit peu comme le Premier ministre, si tu préfères. Je suis la tête de l'équipe salariée et aujourd'hui, je m'entoure d'un comité de direction avec différents responsables. Donc j'ai un responsable marketing, informatique, j'ai une responsable administrative financière qui arrive, un chef produit, une secrétaire, trois, quatre informaticiens. Je suis un petit peu le chef d'orchestre. Maintenant, quand on dit ça, on dit, oh, il a un métier cool, il est dans un fauteuil, il serre des mains, tatati tatata. Et ce que tu viens de dire, l'animation du réseau, bah aujourd'hui, en grande partie, c'est moi qui l'a fait, puisqu'on n'a pas d'animateur de réseau. Donc, à mes heures perdues, je pars en déplacement une semaine. Donc, souvent le lundi très tôt, et je rentre le vendredi très tard. Je fais pas mal de kilomètres, je visite les magasins. euh, J'essaie de retranscrire ce que j'ai fait dans mon business en étudiant aussi leurs data, les data du réseau, de les croiser, de trouver des axes d'amélioration magasin par magasin, ce qui explique un petit peu ma tournée des magasins de France. Je gère toute la partie adhésion. Aujourd'hui, je te cache pas que le running a le vent en poupe, ça se porte très bien. Quand tu allumes la télé, bah, la conjoncture est plutôt morose dans de nombreux domaines. Et il se passe pas une semaine sans que j'ai deux, trois, quatre apporteurs d'affaires qui me proposent d'ouvrir un magasin dans telle ou telle ville. Pas mal d'indépendants aussi qui me contactent, qui se posent des questions, parce que seul aujourd'hui dans leur coin c'est compliqué. Des franchisés aussi, en me disant mais comment ça se passe chez vous? Parce que chez moi, bah, c'est comme si, mais j'aimerais bien vous rejoindre. A priori, c'est pas mal. Donc je vais gérer toute la partie aussi adhésion. Je gère toute la partie événementielle. Aujourd'hui, on est fier d'être partenaire de Marseille Cassis notamment, mais on a aussi deux journées d'achat en interne qu'il faut mettre en place. Et là, je m'appuie sur une boîte extérieure qui s'appelle Connecting Cell et je salue les frères Badier qui font un gros boulot pour nous à ce niveau-là. Je vais également m'occuper de toute la partie. Bah là, on sera présent sur le marathon de Paris aussi, j'ai oublié de le dire, en collaboration
avec Mizuno. Donc, on va mutualiser un stand à deux. Donc, vous aurez l'occasion de nous voir pour la deuxième année consécutive sur le salon Run Experience. Et donc, une fois que tu as mis de côté la partie animation réseau, événementiel, euh, adhésion au recrutement que je pilote avec Marc dans cette commission, et que tu rajoutes la dizaine de salariés, bah, il y a aussi 50 marques partenaires qui forcément veulent toujours passer par le directeur général, mais aussi 75 magasins, parce que bah, même si j'ai un chef produit, une responsable marketing, j'ai cette proximité avec tous les adhérents, puisque je les connais tous un par un, et c'est peut-être pour ça que mes pairs au conseil d'administration sont venus me chercher. J'étais, je pense, le bon équilibre entre l'ancienne génération, donc la génération de Jean-Marc, qui m'a formé, qui m'a inculqué des valeurs, et cet amour du maillot running conseil, etc. Et puis ben, la génération des petits nouveaux qui ont ouvert des magasins il y a quelques temps, qui a une trentaine d'années. Voilà, moi je suis le jeune Quadra, je suis entre ces deux-là. Et donc la mayonnaise prend plutôt bien, j'arrive à arrondir les angles. Je suis quelqu'un qui peut être dur parfois, mais en tout cas je suis juste, que ce soit tant avec les salariés que les marques, que les magasins. Tous les magasins, tout de suite, quand je suis arrivé, ils étaient très contents. Ils me disaient, ouais, j'espère que tu vas pouvoir aller au fight pour nous. Je dis, oui, oui, il n'y a pas de souci. S'il faut aller au fight, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas que le fight dans la vie, parce que pour moi, c'est plus des fournisseurs, c'est des marques partenaires. Elles font partie de notre écosystème et du business qui se porte bien aujourd'hui. C'est grâce aussi à eux et à notre travail, bien entendu, hein, je le néglige pas. Mais parfois, il faut aussi être malheureusement en guerre avec les adhérents parce que il y a un règlement intérieur à respecter et puis voilà, parfois il y en a qui oublient deux, trois choses. Maintenant, ce qui différencie aujourd'hui, je pense, Running Conseil des autres concurrents, c'est que ben, nous, on est une coopérative et l'aspect humain est primordial chez nous, à l'inverse de mes concurrents qui sont affiliés ou franchisés. Donc, on n'a pas cette verticalité. Les magasins élisent leurs pairs forment le conseil d'administration, ils définissent une stratégie à 3-4 ans, les salariés la mettent en place. Donc, si on fait mon parcours, j'étais en magasin pendant 10 ans, j'ai fait 7 ans au CA, donc j'ai écrit le plan actuel, donc je le connais par cœur. On arrivera en fin de plan d'ici 2026, il faudra en écrire prochainement à nouveau. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de soucis. J'ai besoin d'accompagnement sur la partie juridique et financière parce que ça m'intéresse un peu moins. Et moi, je suis un amoureux du produit, je suis un opérationnel. Et le côté humain, bouger, donc tout ça, ça va bien. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un équilibre professionnel, personnel, on va dire, avec ma situation de famille, ça se passe bien. C'est plus moi, ma personne, qui est mise en retrait depuis 18 mois, où je fais très peu de sport, et je suis un peu frustré de tout ça, et je manque des fois du côté se défouler un peu le cerveau, voilà, et des petits pépins physiques liés à toutes ces choses que j'ai dans la tête, je pense, et un nouveau métier à découvrir. Alors un panel très large, on l'a vu, et tu l'as dit tout à l'heure en début de longue explication, un boom du running post-Covid, hein. Aujourd'hui, on estime à 12 millions et demi les gens qui pratiquent au moins de temps en temps une activité liée au running, 8 millions les gens qui courent au moins une fois par semaine, un peu plus, on serait un peu plus autour de 3 millions les gens qui courent assidûment. Est-ce que vous avez ces chiffres-là et est-ce que la tendance se confirme pour 2025? Oui, bien sûr. Alors, chez Running Conseil, on est assez ouvert à partager nos chiffres, que ce soit avec les marques partenaires, tu vois, avec qui je suis depuis 9 heures du matin jusqu'à maintenant, juste avant l'enregistrement de ce podcast. Et pour faire simple, si on peut schématiser le marché, on va prendre un camembert. On va dire que 45% du business est fait par les généralistes, 30% du business est fait par les pure players, 20% par nous, les spé, et 5%, je dirais, par les marques qui ont aussi des magasins en physique de plus en plus, hein, puisque on l'a vu notamment sur Paris, de grandes marques sont arrivées avec des très beaux flagships. Et donc, si on recentre le débat sur les spé, donc on pèse 20%, on est le nombre le plus important de concurrents. Les généralistes sont deux gros mastodontes à se faire la guerre pour 45%, et nous on est plusieurs groupuscules à se tirailler pour 20%. Donc je pense qu'à terme, il y aura pour moi deux réseaux.
forcément, je pense le nôtre parce qu'on est déjà numéro un, on est bien implanté, et puis à côté de ça, bah, certainement le réseau qui nous suit de près et qui est un peu plus structuré que les autres. Euh, on est 75 magasins à date sur Running Conseil, le marché spécialiste c'est 220-230 magasins, donc on peut dire qu'on pèse un tiers du marché en nombre de magasins. Si on doit faire un bilan chiffré business, on est plus proche de la moitié du business que du tiers, parce que ben, nos magasins sont un petit peu supérieurs à la moyenne en chiffre d'affaires moyen. Et puis, si tu veux que je te partage des stats aussi, bah, chez Running Conseil, l'année 2024 est extraordinaire. Donc, mais on va en parler, tu as une question, donc Ouais, je voulais justement qu'on évoque ces chiffres et la situation de l'enseigne. Tu l'as dit, 75 magasins. Vous annoncez aujourd'hui dans une news business qui sort d'ailleurs ce jour même, que j'ai reçu ce matin, un objectif de 80 magasins fin 2025. Moi, j'étais sur un chiffre d'affaires 2023 de 40 millions, donc tu vas sans doute nous donner les chiffres 2024. 25% à périmètre constant, plus 25% à périmètre constant, donc on va expliquer aussi ce que c'est un périmètre constant, parce que c'est important. Une moyenne de 515 000 euros, donc presque un peu plus d'un demi-million par magasin, et une marge annoncée à hauteur de 40%. Ce sont les mêmes chiffres en 2024, où c'est vraiment une forte augmentation, parce que moi, je discute un peu avec d'autres magasins, d'autres enseignes, un peu tout le monde, et c'est vrai que tout le monde aurait fait une très très bonne année 2024. ouais, ouais, l'année 2024 est assez dingue. On peut pas parler encore d'effet Jeux Olympiques parce que c'est vraiment trop proche, mais il s'est passé quand même quelque chose. Nous, on l'avait vu depuis novembre 2023. Nos chiffres ont clairement grimpé, et c'était pas un effet Black Friday ni Noël, puisque derrière ça a duré. 2024, c'est 50 millions d'euros TTC pour nous. On les dépasse même à bilan consolidé, puisqu'on a reçu les bilans de tout le monde, hein. Et bah, écoute, on est très très satisfait. À périmètre constant, donc c'est toujours plus 25%. Donc le périmètre constant, c'est quoi? C'est que si on prend l'année d'avant, à magasin équivalent, étant donné qu'on est 6 de plus, ben on fait plus 25%. Si on intègre ces 6 magasins dans notre chiffre d'affaires, on est à ce moment-là plus 40%. Voilà, c'est aussi simple que ça la différence entre le global et le périmètre constant pour nous. Alors dans ce contexte plutôt très très positif, est-ce qu'aujourd'hui il y a une disparité? Est-ce qu'il y a des magasins qui sont en difficulté par rapport à d'autres? Bah, écoute, oui, parce que la situation n'est pas la même de partout. On parlait de Paris il y a pas longtemps. Bah, aujourd'hui, c'est sûr que avant les JO, Paris c'était un petit peu sinistré parce que toutes les marques y vont, toutes les enseignes y vont, il y a de plus en plus de magasins, mais le gâteau est toujours le même. Donc, même si le gâteau est grossi un petit peu, eh ben, il y a plus de concurrents que de parts à se partager. Maintenant, il y a des magasins qui ont doublé leur chiffre d'affaires chez nous, ce qui est extraordinaire, et d'autres qui sont en baisse. Pour te donner une idée, à l'année, on a seulement 5 magasins qui ont légèrement baissé, et c'est une légère baisse, qui est liée à une conjoncture très locale, avec une concurrence qui peut être un peu plus présente que dans certaines zones. Et c'est un petit peu ça l'alerte où on doit être méfiant. C'est ce que je disais aux marques partenaires et aussi à mes concurrents, avec qui j'ai de très bons rapports. Et d'ailleurs, on s'est appelé. C'est de se dire, on est des magasins spécialisés. On fait un business moyen qui effectivement est de 600-650 000 euros. Mais c'est pas des sommes astronomiques. Sauf que les gens, ils allument la télé, ils voient que il y a des guerres, il y a des morts, ça licencie à tour de bras. Donc, tu as une conjoncture qui est vraiment pessimisme à fond. Et puis du coup, ben, le running, tout le monde en parlant bien, c'est fun, en ce moment c'est très en vogue. Et encore plus, je pense, le trail. Ça se rajeunit, ça se féminise, donc super, les voyants sont ouverts. Ben, il y a des gens qui vont déménager, puis ils se disent, tiens, je vais ouvrir un magasin de running, ou alors ils veulent changer de boulot. Donc il se passe pas une semaine sans que j'ai deux, trois appels de reconversion. Et puis, ben, on refuse des projets parce que pour moi, il y a des zones qui sont saturées. Et on joue aussi un petit peu, nous, les enseignes, avec parfois.
bah, la vie des gens et moi ça j'aime pas. J'ai appelé mes concurrents pour aller dans ce sens-là. C'est qu'aujourd'hui, une ville qui est toute seule, un magasin spé d'une certaine taille doit avoir un concurrent. C'est logique, pour moi c'est même anormal qu'il soit seul. Par contre, ce concurrent qui vienne pas se placer sur le trottoir d'en face, quoi. Sinon, on va prendre le pli des boulangeries, on n'est pas des grandes enseignes, hein. Et je pense que même pour le consommateur final, c'est quoi la plus-value? D'avoir deux magasins dans une grande ville à 50 mètres d'écart, moi je trouve que c'est pas terrible. J'aurais préféré avoir un magasin au sud, un magasin au nord. Donc c'est le discours que je tiens avec les marques partenaires qui sont dans nos bureaux pendant ces 3 jours, avec mes concurrents. Et c'est ce que j'explique aussi aux apporteurs d'affaires quand on me dit, ben moi, il y a un magasin là, il cartonne. Et franchement, moi j'ai du bagou, je suis plus sympa que lui, je connais du monde, j'ai du réseau, je suis passionné, je vais m'ouvrir juste à côté. Je leur dis, ben non, déjà, ça sera pas avec nous si vous faites ça. Et deuxièmement, il faut protéger le business local, il faut apporter quelque chose d'autre. Sinon, ça sera pas le cas. Voilà. Alors, tu expliquais que 5 magasins avaient connu une baisse. Alors, est-ce que c'est une baisse de chiffre d'affaires ou est-ce que c'est une baisse de résultats nets? En fait, est-ce que c'est lié aux marges? Et même, je vais aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des magasins qui sont en difficulté du fait du PGE? Parce que c'est vrai que beaucoup de magasins ont sollicité ce prêt garanti par l'État au moment du Covid. Est-ce que c'est un effet boule de neige qui peut être quelquefois pervers? Et est-ce que, en tant que coopérative, vous avez un espèce de fonds de solidarité, une caisse de secours qui peut justement venir un petit peu aider ces magasins qui ont des difficultés parfois? Alors écoute, on a de la chance, chez nous, personne n'est touché par le PGE et en difficulté à cause de ça. Les magasins qui sont en baisse, c'est pas une fin en soi, parce que tu peux être en baisse, mais aussi améliorer ta marge. Notamment, bah, si on prend un univers comme l'électronique où les marges sont plus faibles et où c'est très concurrentiel, bah, pour t'aligner des fois à des prix sur le web, tu dois aussi rogner sur ta marge. Par contre, ces consommateurs-là vont aussi t'apporter du trafic magasin, ils viendront aussi sur d'autres univers et tu vas les fidéliser. Donc, on a un cas d'un magasin qui est en baisse, mais qui a une meilleure marge, parce qu'il a pris le parti pris de baisser ses achats et ses stocks, notamment en électro. Maintenant, les magasins qui baissent, ben, ils réduisent également la voilure, tout simplement dans leurs achats. Et si tu veux, c'est ce qui vient aussi contrebalancer ton bilan, hein. Si tu gagnes 100 et que tu achètes 50, ça va. Si tu achètes 100 et que tu vends 100, là, c'est plus compliqué. Donc, je vais pas te faire une dissertation ou un cours magistral sur l'économie. Nous, on est là pour leur apporter des datas concrets et notamment les nouveaux coopérateurs sur lesquels on doit les mettre sur rail, notamment quand ils créent, quand ils lancent un business. Maintenant, pour revenir à ta remarque sur le fonds de solidarité, ben, chez nous, non, il y a pas ça. On pourrait, hein. On pourrait lever des fonds en interne. Aujourd'hui, c'est un sujet. On est en train de mettre des plans en place, mais si c'est pour sauver un magasin en difficulté, tu vas le sauver temporairement. Mais s'il est en difficulté, malheureusement, c'est lié à une activité qui est faible. Et de d'injecter de l'argent dans une société qui est en difficulté, pour moi, c'est pas forcément rendre service ni au magasin ni à la coopérative. Il vaut mieux préparer à ce moment-là sa fermeture et lui dire, écoute, là, tu arrives au bout, laisse tomber, on va planifier ton départ et anticiper avec une liquidation. Et je touche du bois, hein, c'est pas le cas chez nous. On a perdu ces 4 dernières années 2 magasins. Et les 2 magasins qu'on a perdus, c'était au changement de structure juridique entre le GIE et la coopérative. Ils ont décidé de reprendre leur indépendance. Donc, nous, on est plutôt fiers de ça. Les magasins qui ont fermé, c'était vraiment dans le passé, c'était avant le Covid. Donc, et puis on a eu un magasin pour raison personnelle aussi qui a dû stopper son activité, mais parce qu'il était très loin de sa vie d'avant. Il était dans les îles à Tahiti et voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous êtes à vous partager un gâteau, un camembert, comme on veut. 40% vont sur les deux plus gros distributeurs, on peut les citer, qui sont Decathlon et Intersport. Vous partagez 20% des magasins physiques sur plusieurs chaînes. Alors, je vais les citer, hein. Il y a forcément Running Conseil, vous êtes les numéros un, suivi de Terre de Running, du réseau Terre de Running, TDR. Et puis, on retrouve aussi le réseau Foulée, Air Run
et je pense Running Aventure, qui est une émanation des ex Endurance Shop. Quelle relation avez-vous les uns les autres? Tu disais que vous aviez plutôt des bonnes relations, mais une relation je t'aime moi non plus, c'est une relation loyale, féroce, c'est comment? Bon, bah, écoute, moi je m'entends toujours bien. Tu sais, on se connaît tous, c'est un petit monde. On est invité par les marques sur des déplacements. Déjà quand j'étais en magasin, mais maintenant en qualité de directeur général, c'est différent. Et je suis parfois avec les réseaux spécialistes, parfois avec les réseaux généralistes, parfois avec les pure players, parfois tous ensemble. Et non, on fait le même métier, on a les mêmes problématiques. Il n'y a pas de je t'aime moi non plus, même si dans ce que tu as évoqué, bah, Terre de Running est créé à la base, c'est des gens de Running Conseil qui sont partis de chez nous, hein. Donc voilà, ils ont créé leur système d'affiliation, ça se passe très bien pour eux, ils sont forts sur le fait de créer des magasins, puisque eux, ils sont nés de toutes pièces, hormis les magasins qui appartiennent à Patrick, hein, Robourseau, pour pas le citer, et qui doit en avoir pas loin de 10 si je dis pas de bêtises, mais les autres, ouais, Run Aventure, j'ai eu Guillaume au téléphone il y a pas longtemps non plus. C'est très bien ce qu'ils font. Je pense que, comme beaucoup, ils ont été échaudés du rachat de GoSport, qui est passé ensuite à Intersport, et puis avant c'était Endurance Shop. Je pense que les mecs, ils en ont eu marre. Nous, on n'a pas été bons dans le fait de pouvoir tous les accueillir d'un coup. On en a récupéré une quinzaine quand même, hein. Mais on n'a pas pu tous les récupérer. Il y a deux, trois endroits où il y avait déjà un magasin Running Conseil, donc je pense qu'ils n'ont pas osé non plus. Je pense que c'est bien qu'ils fassent leur bout de chemin. Et puis on verra à terme comment ça se passe pour eux. Moi, je leur souhaite plein de réussite. Maintenant, ben, les marques ont de moins en moins de budget pour nous tous. Et heureusement pour nous, on est les plus gros des plus petits. Ça, c'est mon expression fétiche. Donc, ben, nous, on est un petit peu de partout aujourd'hui. Et je touche du bois pour que ça dure. Mais tôt ou tard, ça va se resserrer. Et puis, ben, ces gens-là qui sont dynamiques, qui sont motivés parce que c'est nouveau, ils ont leur boutique à s'occuper, ils n'ont pas de structure, et à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent une décision de, je monte une structure, si je monte une structure, je dois lâcher ma boutique. Moi, c'est le choix que j'ai fait, mais mon associé a racheté la boutique, il la tient aujourd'hui. Et puis bon, ben, c'est pas donné à tout le monde. Après, avec Foulée aussi, j'ai eu Adrien la semaine dernière, tu vois, au téléphone pour un magasin voilà, qui est un petit peu proche du nôtre, mais il m'a expliqué sa situation, il n'y a pas de problème. On parlait de terre de running, j'ai eu Stéphane régulièrement aussi au téléphone, on s'appelle de temps en temps pour voilà, s'envoyer parfois des petites piques parce que mais c'est le jeu, on s'aime bien, on se déteste comme tu dis, mais moi j'ai énormément de respect pour eux, ils en ont pour nous aussi. Et puis on essaie de faire les choses saines, c'est pas des gens qui dégradent le marché, qui tirent le marché vers le bas. Donc, ils font le même métier que nous. Si ils n'ont pas une super marge en bas de leur bilan, bah, écoute, c'est pas comme les généralistes. Il n'y a pas tous les autres univers qui vont les faire fonctionner. Nous, il y a vraiment que le running. Tu vois, tu parlais d'Intersport. Intersport, à un moment donné, bon, ils n'ont pas été très cool avec tout le monde, hein. Ils ont tiré le marché vers le bas. Ils ont sabré la nouvelle collection. Le prix est libre en France. Donc voilà, ça fait partie des sujets épineux qui ennuient tout le monde. Mais chacun a sa stratégie. Je pense que c'est les marques qui, au bout d'un moment, comme je leur ai dit, ont leur part de responsabilité. Elles peuvent segmenter le marché, à mon sens. Aujourd'hui, elles ont suffisamment de produits pour avoir une offre pour les généralistes, une offre pour les spé. Euh, Elles pourraient refuser des ouvertures de compte quand un magasin est trop proche de nôtre, notamment pour les spé, encore une fois. Et, ou alors dire, oui, on est OK pour cette ville, mais pas si proche que ça. Mettez-vous un petit peu plus loin, faites du business intéressant. Tu vois, j'ai eu aussi Laurent Galinier il y a pas longtemps, avec qui on a échangé deux, trois fois. Je m'entends très bien avec tout le monde. Donc, nous, on n'est pas en guerre. Après, il peut y avoir des petites guéguerres locales entre un coopérateur de chez nous et un affilié ou un franchisé d'une autre. Mais voilà, c'est une problématique humaine de personnes. Et c'est quand même très sain. La plupart des magasins, tout le monde se connaît et on se respecte. C'est pas nous. Les principaux concurrents, notre concurrent invisible sur le web est plus important que la boutique à côté de chez toi. Le généraliste que tu vois mais que tu vois pas parce que tu crois qu'il vend autre chose, il en vend aussi plus que toi.
Donc c'est ceux qui se partagent plus de gâteaux que nous qu'il faut regarder d'un peu plus près parfois et essayer de grossir parce que si demain on est tous unis et qu'on a un seul groupe, bah, on pèsera un peu plus encore vis-à-vis de tout ça. Alors, on y reviendra après dans ce choix, de ce poids que vous pouvez avoir auprès des marques que vous distribuez. Juste un dernier mot sur le groupement Running Conseil. Vous avez ajouté il n'y a pas longtemps le mot randonnée, en gros à votre baseline qui est running, trail et randonnée, je crois, aujourd'hui. Là où un de vos concurrents a créé une enseigne spécifique à la randonnée. C'est un segment important pour vous? C'est une diversification indispensable ou c'est les deux en même temps? Bah écoute, tu vois, l'idée elle vient du patriarche, hein. C'est Jean-Marc Boson à l'époque, si on refait l'histoire, du haut de ses 30 ans d'expérience, même plus, je dis une connerie, 40 ans, pardon, euh, avait vu tout simplement sa clientèle progressivement vieillir et du trail à la rando, pour lui, il y avait une synergie qui était assez simple pour tout le monde. On a aussi parfois des trailers, hommes ou femmes, qui sont en couple, l'autre ne faisant pas du trail parce qu'il n'a pas la condition physique, eh ben, il fait de la rando. Et puis ça s'est démocratisé, donc l'idée, elle date quand même d'il y a 6 ans, hein. On a déposé Rando Conseil, il y avait eu un rapprochement avec un groupe qui s'appelait aussi Rando Running à l'époque, et je sais plus qui. Je suivais ça de loin à l'époque, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis Jean-Marc avait eu l'idée de déposer le nom, donc on l'a déposé. Et puis en 2022, quand on a changé de statut juridique, on passe du GE à la coopérative, ben, on a carrément nommé l'enseigne Running Rando Conseil. Pourquoi? Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a 35 magasins sur 75 qui font de la randonnée. Et quand je dis ils font de la randonnée, alors ça va d'un référencement très léger avec deux, trois modèles de chaussures, de sacs et de bâtons, et puis d'autres qui ont un corner un petit peu dédié. Euh, C'était mon cas quand on a fait des travaux dans le magasin d'Olioul. Et puis, il y en a, ils sont carrément avec une offre quasi 50-50. Si tu vas du côté d'Aubenas, d'Angers, Rennes, Roanne, etc. Donc, il y a vraiment le magasin qui est scindé en deux. Il y a partie running et partie rando. Donc, on pensait qu'il y avait un coup à jouer. On voulait pas rater le coche comme certains ont pu le faire par le passé avec le trail, même si je pense que c'est le même potentiel. Et surtout, j'imagine que c'est pas forcément les magasins situés en montagne qui font le plus de chiffres au niveau randonnée, c'est sans doute ceux probablement plus situés en plaine et dans des régions moins montagneuses. Bah oui, parce que déjà le bassin de population est plus important, hein. Tu comprendras bien que c'est la zone de chalandise déjà qui prime. Forcément après les pratiques, le relief, ça compte quand même. Mais oui, c'est pas parce que tu es en montagne que tu fais de la rando. Des fois, un magasin de plaine, il peut faire 10-15 fois ce que tu fais. Ouais, ça, t'as complètement raison, Fred. Alors, on va revenir justement sur ce business des marques, ce pourquoi tu es en ce moment pendant 3 jours en lien avec tous vos fournisseurs. Vous avez aujourd'hui 80 magasins, ambition 2025, plus de 50 marques partenaires. Quels sont aujourd'hui les segments les plus porteurs et ceux sur lesquels il y a le plus de marge? Alors, je dirais aujourd'hui, le marché global est tiré. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Alors, je sais pas si c'est une génération Covid qui s'est construite progressivement, mais même en magasin spécialisé où on avait tendance à avoir une image un peu plus vieillotte, hein, je caricature, hein, c'est pas le cas. On avait plutôt des CSP+ qui venaient chez nous et c'était le créneau 35-55 ans qui nous faisait vivre. Pas forcément les performeurs, mais plus ceux qui faisaient du marathon, de l'ultra trail, de l'Ironman, mais voilà, plutôt au milieu du peloton, tu vois, voire fin de peloton même. Des fois, c'est les derniers qui sont le plus équipés parce que ben, ils ont conscience qu'ils n'ont pas des capacités de fou, qu'ils vont pas faire les ultras en tête de course, ils vont passer plus de temps et donc eux, ils font vraiment très attention à leur équipement et donc c'était voilà, notre commerce, c'était plutôt ces gens-là. Et depuis 2 ans, ça s'est quand même drôlement rajeuni, ça s'est bien féminisé aussi. Et puis le trail a encore pris une ampleur, hein. Pourtant, moi, je suis arrivé sur le tard dans le trail, tu vois. C'est mes parents qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'étais un ancien handballeur.
J'avais arrêté par rapport à mes études et ma situation familiale, hein, puisque on n'en a pas parlé avant, mais je suis papa de trois grands enfants et je voulais me remettre un petit peu en selle. Et du coup, en 2004, à la naissance de ma deuxième fille, mes parents m'ont amené courir en forêt. Et moi, je partais avec mes parents. Ouah, c'était mes vieux, quoi, tu vois. Et je les voyais pas sportifs. Putain, ils m'ont défoncé. Ils m'ont fait une sortie de 2 heures. Ils sont en pleine forme. Pour info, tu vois, ils ont gagné dans leur catégorie la Mascareigne et le Trail du Bromont il y a 2 ans. Et je suis rentré, j'étais crampé, j'étais cuit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est ça le trail? Et puis, bah, je suis tombé amoureux de ce sport. Je me suis pas remis au handball. Et progressivement, j'ai pris un peu le virus. Et c'est vrai que c'est un sport qui est très addictif. Et j'ai vu cette pratique et cet univers du trail vraiment muter parce que je me rappelle les premières courses, tu vois, 2004-2005, ben on faisait encore la queue pour s'inscrire à 1 heure du départ avec notre papier, notre crayon. Et puis, il fallait apporter la pointe pour la monnaie. À la fin, tu avais le petit repas qui allait bien. Et progressivement, ben, il fallait s'inscrire en ligne, c'est devenu naturel. Et puis, je me rappelle, au club où j'étais, on organisait le trail de Noël du côté d'Olioul avec le trail club. Et on s'offusquait des courses qui dépassaient 1 euro du kilomètre, tu vois. Ouais, mais c'est pas possible, celle-là, je la fais pas. Tu te rends compte, 20 kilomètres, 20 euros, c'est du vol. Bon, écoute, comment te dire qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quelle course sur route, un 10 km, 50 euros, ça choque personne. Et sur un 10 kilomètres, tu t'arrêtes même pas à boire un coup, quoi. Sauf peut-être les 5 derniers pourcents. Donc voilà, on en est là. Les prix de l'ultra trail, ça devient de la folie. On est un petit peu sur des styles Ironman. Donc on arrive sur du sport élitiste, soit en niveau, soit en élite un peu financière. Donc je pense que tout ça est tiré vers le haut. Alors et puis le marché de la masse qui est devenu notre fonds de commerce, puisque tu vois, il y a 10 ans, on était plus à bosser avec les performeurs. Et progressivement, les compétiteurs ben, ont besoin de moins de conseils, ils se connaissent un petit peu plus, ils sont plus à regarder aussi le prix, et pas forcément le produit ou le conseil. Donc, c'est devenu les clients un peu plus pure players. Et à l'inverse, ben, tu vois, nous, chez Running Conseil, quand on a une paire de chaussures, on passe 20, 25, 30 minutes, hein. On va de l'accueil à la mesure du pied, à l'analyse de la foulée, donc analyse statique, dynamique, etc. Donc, ouais, on a vu ce marché du trail vraiment prendre un essor. Aujourd'hui, tu vois une paire de godasses, il faut avoir la dernière montre, je citerai pas le nom, au poignet, qui coûte une petite fortune, hein, pour pas dire un SMIC bientôt. Mais voilà, c'est la norme. Alors que tu dis à ton consommateur qui est ton client, tu lui dis, mais vous avez oublié, il vous faut une paire de chaussettes, monsieur ou madame. Non, non, je veux cette montre-là. Oui, mais avant, je vais peut-être vous vendre une chaussette, sinon vous allez avoir des ampoules et je ferai mal mon boulot, quoi. Donc ouais, le marché est tiré vers le haut et puis je pense il y a un effet réseaux sociaux qu'on peut pas négliger, c'est le principal vecteur, je pense, de notre sport. Et même le running, hein, route est revenu fort grâce à ça. Aujourd'hui, tu vois des jeunes de partout péter des chronos. Il y a l'arrivée des produits aussi, hein, les plaques carbone, les nouvelles mousses, ça améliore les performances, mais le coureur aujourd'hui, il fait pas un défilé de mode, mais il achète une paire de chaussures, la chaussette, la casquette doit être coordonnée à tout ça. Donc tout l'équipement, voilà, je veux dire, nous les gars, quand on va courir, aujourd'hui on se branche entre nous. Des fois on dit, ah lui c'est une vraie gonzesse, mais parce que, ben voilà, les femmes ont toujours pris le temps et le soin de se faire belle, et nous, ben, des fois on le fait pas pour aller au taf, mais putain, quand on va courir, on est nickel. Donc ouais, c'est ça qui fait du bien aussi, c'est que ben, tout le monde fait attention à quoi elle ressemble parce que maintenant il y a les réseaux et quand tu vas faire une sortie ou une course, tu te prends en photo et t'as pas envie de ressembler à un plouc. Donc voilà, je pense, je vais peut-être divaguer et je me suis élargi de la chose initiale que j'essayais de t'expliquer, mais voilà. Je pense que c'est tout ça qui nous a tiré un petit peu vers le haut et ça continue. Et si tu rajoutes bien sûr la réussite des Jeux Olympiques en France, qui a été quand même extraordinaire, visuellement parlant. Quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être présent sur deux, trois épreuves, mais même à la télé, avec mes gamins, on a vécu ça. Donc, je pense que ça va encore enclencher derrière des nouveaux pratiquants dans tous les sports déjà. Mais le running,
quand tu deviens adulte, c'est le sport par excellence. C'est, tu as besoin d'une paire de baskets, un short, un t-shirt. Tu pars de ton boulot. Il y en a, ils y vont en courant. Il y en a, ils rentrent. C'est le sport le plus simple. T'as pas besoin de t'équiper comme en vélo. T'as pas besoin d'attendre un pote à toi ou une copine pour aller jouer au padel ou au tennis ou alors un sport co. C'est hyper compliqué quand t'es adulte. Pour jouer à 10 minutes de chez toi, il faut que tu partes 3 heures avant. Ça te plombe une après-midi ou un week-end. Donc c'est, voilà. Alors j'ai le souvenir d'une petite blague qu'on sortait avec un copain à l'époque où dans le vélo, il y avait déjà ce côté euh, s'identifier à la communauté en ayant du beau matos. En triathlon, c'était ça. Et en fait, on disait en rigolant, si t'es pas bon, sois beau. Bon, c'est une petite aparté, mais je pense qu'on est en train de tourner vers ça dans le monde du running. Et c'est vrai pour reprendre aussi l'histoire de, tu l'as dit tout à l'heure, en 2000-2004, je me souviens quand on prenait les photos sur les courses, eh ben, on s'attachait à prendre les premiers du peloton parce qu'on savait que c'était eux qui étaient à peu près bien habillés, habillés par des marques, qui avaient une tenue à peu près cohérente. Et dès qu'on passait autour de la 50e place, on retrouvait le t-shirt coton, le short d'athlée, le truc qui faisait pas. Mais c'est une autre époque. Justement, aujourd'hui, vous réalisez 67% de votre chiffre d'affaires sur la chaussure, donc ça fait à peu près 35 millions TTC. Est-ce que c'est un volume suffisant pour peser auprès des grandes marques qui sont vos fournisseurs? Oui, oui, c'est alors toujours, je sais pas, moi j'aime pas le mot peser, pression, tout ça, parce qu'on avance sur un business commun, on essaie d'écrire aujourd'hui des plans, hein. Eux, ils arrivent avec des diagrammes qui sont toujours en train de monter, ils ont des fusées qui vont au ciel. Et nous, bah, écoute, en ce moment, c'est plutôt la même chose, mais à notre petite échelle à nous, hein. On va redescendre sur Terre. Donc, pour peser, si tu veux, c'est pas tellement le business, c'est comment tu le construis. Parce que si tu fais du volume, mais que tu fous le bordel sur le marché et que tu es tout le temps à -30 ou -40, les marques, au bout d'un moment, elles vont te considérer comme quelqu'un de néfaste au business et tu vas être mis de côté, tout poids que tu pèses, hein. Ils ont fermé des sites européens voilà, qui étaient honteux et tant mieux, ça nettoie. Et puis, je pense qu'il faut encore y aller un petit peu plus fort. Dans les magasins, c'est pareil. Aujourd'hui, on était moins visible parce que quand tu faisais une promotion dans ta petite boutique, ça se voyait moins, mais aujourd'hui, il y a les réseaux. Donc, les marques nous étudient beaucoup de partout, sur tous les moyens. Il y a les tech reps qui passent, il y a les commerciaux, mais il y a aussi donc les réseaux. Et souvent, on se faisait rappeler à l'ordre là-dessus. Là, aujourd'hui, le marché est plutôt bon, donc personne part sur cette guerre de prix qui aujourd'hui est complètement stupide, mais si tu es un pure player et que tu vends un produit X ou Y et que ton concurrent l'a baissé, bah toi il faut que tu le baisses encore, sinon ils savent pas vendre parce que à prix équivalent, bah, tu vas aller au petit commerçant du coin qui en plus est sympa et tu connais son prénom et tu vas construire une relation de confiance et puis derrière il va te conseiller aussi sur des nutritions, etc. Donc notre métier a de l'avenir et là je suis pas inquiet tant qu'on fera le job et qu'on sera bon, on sera là. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, le moyen de pression, il arrive déjà parce que on fait aussi 2 journées d'achat par an. Et puis, ben, tu vois, les marques comme nous aident aussi à vivre. Elles nous reversent un petit peu d'argent, on fait des campagnes de com, tout ça. Ben, quand des fois on met des choses en place et qu'ils sont un petit peu en retard sur les paiements, comme nous, nos magasins, ils viennent nous tirer l'oreille, ben nous on leur tire l'oreille aussi. Et on leur fait bah, du chantage en leur disant que sur ces journées d'achat-là, bah, si c'est pas réglé à telle date, ils viendront pas. Donc il n'y a pas que le fait de peser lourd, je pense qu'il y a aussi une question de respect mutuel. On contractualise aujourd'hui un business commun, on prend des engagements communs, et ce qu'on a essayé aussi de leur expliquer, c'est que post-Covid, on était devenus les personnes qui prenaient les risques, c'est-à-dire nous on achetait, eux, ils avaient forecasté, mais il y avait une telle demande post-Covid que c'est nous qui prenions les risques. Eux, ils avaient plus rien en stock, plus rien en réassort, et pendant un an, ça a été comme ça. Et ça a été gavage pour eux, gavage pour nous, mais les risques, c'est nous qui en acheté 100, eux, ils avaient acheté ça en amont, et puis hop, ils étaient tranquilles, ils avaient une super marge. Derrière, il y a eu une espèce de récession, on s'est retrouvé tanké en stock, on a commencé à vouloir annuler des commandes, parce que bah, il en allait de la survie de certains, hein, parce que tu te retrouvais surstocké, l'embellie avait pas tenu.
Donc c'est ça que je leur explique aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on est en haut, et si on veut le rester, il vaut mieux qu'on fasse peut-être plus 10, plus 15 et qu'on soit moins gourmand, mais qu'on le fasse pendant 10 ans, plutôt que de dire on va faire plus 300 pendant un an et ensuite pendant 10 ans on va ramer. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et aujourd'hui, dans l'écosystème que je t'expliquais tout à l'heure avec le camembert, les généralistes, les pure players et les spécialistes, il faut pas oublier que nous, on est le laboratoire. Si tu reviens dans le passé, et je voulais citer aucun de mes confrères, mais tu l'as fait, je voulais pas citer de marque, mais si on prend une marque française qui est née il y a une bonne 14-15 ans, on va dire, en arrière, qui s'appelle Oka, par exemple, bah, écoute, ils sont arrivés avec un concept différenciant et c'est ce qui a fait peut-être leur réussite et très probablement. Mais quand ils sont arrivés avec ce fameux concept, bah, qui a voulu revendre ces produits? Je pense pas que nos pure players et nos généralistes faisaient la queue et voulaient se battre pour revendre ces produits-là. Il y avait que les fous de spécialistes et de puristes qui ont cru. Et donc, que ce soit Running Conseil, comme tous les autres acteurs du marché à l'époque. Et donc, le moyen de pression, des fois, c'est de leur dire, ouais, mais vous vous rappelez qu'avant, on faisait ça pour vous et que, bon, ouais, après, ils en sont aujourd'hui où ils en sont parce qu'ils ont fait plein de choses pour le mettre en place et bravo à eux. On a sensiblement une trajectoire similaire, mais en Suisse, donc en France, c'est un petit peu moins. Mais tout ça pour dire que toutes les marques, quelles qu'elles soient, à un moment donné, si elles ont été connues et crédibilisées, c'est parce qu'elles sont rentrées dans le running par l'intermédiaire des spécialistes. Aujourd'hui, si tu remarques, toutes les grandes majors, que ce soit New Balance, ASICS, les deux qu'on vient de citer, Oka et On, Salomon, et j'en oublie, je m'en excuse, mais Saucony, Brooks, progressivement arrivent toutes dans le lifestyle. Pourquoi? Parce que c'est bien plus gros que le marché du running. Le running, c'est faible, hein. On va prendre l'exemple de Nike. Nike, aujourd'hui, sur le running, ils sont revenus très forts à un moment donné sur la route. Et puis là, on les entend un petit peu moins. Ils ont perdu énormément de parts de marché, mais parce que la mode a toujours drivé leur business model. Et aujourd'hui, ça se tend un petit peu, donc on a des échos qui veulent faire machine arrière, etc. Idem pour Adidas, c'est-à-dire à un moment donné, on est trop petit pour bosser avec ce genre de marque, mais quand ça va mal, on revient un petit peu vers nous. Donc on s'aperçoit que même si on est les petits, la crédibilité, elle passe par qui? Par nous. Donc à un moment donné, tout le monde, hein, quand ils veulent écrire une bonne stratégie, il y a deux options. Soit ils y vont à fond et c'est du one shot, et on appelle ça de la mode, hein. Il y a des marques qui sont passées, hein, Fila, Sergio Tacchini et toutes ces marques-là, dans les années 90, voilà, sont passées, elles sont parties aussi sec. Et là, les marques, elles sont conscientes de tout ça, elles essaient de le construire. Et où elles arrivent un peu moins à le construire parfois, c'est sur la partie lifestyle, everyday, voilà. Et la difficulté, c'est parfois dans cette distribution, comme je te le disais en préambule, c'est généraliste, spécialiste, pure player. Mais maintenant, si tu rajoutes ce côté mode, on peut retrouver des fois des modèles running dans certaines marques qui sont un petit peu de partout. Donc, comme le disaient à l'époque les anciens chez nous, vous avez mis le doigt dans la confiture. La confiture est bonne, attention de ne pas mettre la main, quoi. Parce qu'après, il y a un retour de pédale. Donc, on s'aperçoit qu'en running, pour revenir, quand on a perdu le fil, c'est très très long, c'est très très dur. Et même si on a des moyens énormissimes, l'espé, c'est un petit peu dur, ouais. Alors tu l'as dit, un Nike avec ce nouveau patron qui a annoncé qu'il voulait remettre le sport au cœur de la stratégie de Nike. Donc on verra si c'est le cas. Justement, dans ce référencement, tu parlais des grandes marques, alors Nike, Brooks, Adidas, Saucony, Oka. Pour qu'on comprenne bien votre fonctionnement de coopérative, vous n'avez pas de référencement obligatoire auprès des magasins, mais vous avez des conditions communes qui permettent en fait justement, je pense, lors de ces journées d'achat, de pouvoir avoir des conditions globales pour l'ensemble des magasins, mais il n'y a pas d'obligation forcée de faire une marque. C'est-à-dire qu'un magasin peut faire le choix d'avoir une marque que personne d'autre n'aurait. Exactement. Encore une fois, la coopérative, chaque adhérent est patron de son business et il le gère comme il l'entend, hein. C'est pas nous.
qu'on est au-dessus, qu'on va lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça, hein. Ils sont grands, on éduque un petit peu plus les nouveaux et on leur met le pied à l'étrier en leur expliquant, on connaît le marché, regarde, on a ces datas, si tu fais ce référencement-là, ben, tu gagneras plus de marge, tu auras une meilleure rotation de stock, etc. Maintenant, s'ils sont plus forts que le Roquefort et qu'ils veulent faire tout ce qu'ils veulent, ben, ils le font. On a encore récupéré deux indépendants qui avaient plusieurs années, qui stagnaient, et avec le référencement qu'on leur a proposé, le changement d'enseigne, bah, tu vois, il y en a un, il a quasiment doublé son chiffre d'affaires en 6 mois, et il nous remercie tout le temps. Un second, là, pareil, qui fait son meilleur mois sur le mois de janvier historique et qui a doublé son chiffre d'affaires euh, par rapport à son arrivée chez nous. Donc nous, c'est des grosses victoires. Mais pour en revenir aux marques partenaires, qu'on dissocie des marques différentes que moi j'appelle fournisseurs. Donc les marques partenaires, comme je te l'expliquais, on signe des partenariats, on contractualise tout ça, on met des choses en place en marketing, etc. Il y a plusieurs interactions avec les magasins, notamment lors des journées d'achat. On met en place des choses en interne, je vais pas te divulguer parce que si mes confrères ne les ont pas, je vais pas me mettre une corde au cou, hein. Et puis derrière, ça avance. Par contre, on va pousser avec ces marques-là, on va les mettre en avant, et le référencement qu'on propose, encore une fois, quand tu prends les commissions qui font le référencement avec le chef produit, ben, ça vient des magasins, donc c'est eux qui ont choisi ce référencement, et puis on a nos datas. Ça fait 3 ans qu'on a l'ensemble des données du réseau, donc on n'est pas bête, on va pas mettre des produits qui ne se vendent pas. Donc aujourd'hui, c'est le bon sens. On a, si j'ai bien les chiffres en tête, on a 12 marques en chaussures qui font 95% du business chez Running Conseil. Autant te dire que ces 12 marques sont partenaires du réseau. Donc ensuite, je crois que dans les 5% restants, que je te dise pas de bêtises, mais il y a une trentaine de marques. Parce que comme on fait de la randonnée, hein, donc il y a running et rando, ce qui veut dire que tu as presque 3 fois le nombre de marques qui font 5%, alors que tu en as une douzaine qui font 95. Bah, il y a pas photo. Donc oui, après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est leur argent, ils sont capables de faire du profit en nous écoutant quand ils sont nouveaux. Quand ils sont anciens, ils n'ont pas besoin de nous écouter, ils le savent déjà. On va juste, par contre, les driver sur les nouveaux produits parce qu'ils n'arrivent pas des fois à avoir cette projection, parce qu'ils savent pas l'investissement marketing derrière qui est fait. Ils sont très parfois terre à terre. Tu vois, moi, je suis déjà en train de boucler le budget 2026. Donc, quand tu leur parles à certains qui ont des magasins, mais eux, c'est leur quotidien. Moi, j'ai connu ça. T'es la tête dans le guidon. Tu sais même pas où tu vas partir en vacances cet été. Donc, tu parles de l'année prochaine. Il a du mal, tu vois. Sur les journées d'achat, il y en a, ils sont là depuis 10 ans. On a 48 heures pour faire que ça. Il faut juste aller travailler un petit peu en amont sur ces datas et ils te disent, j'ai vu la marque au showroom, je la vois aux journées d'achat, mais il revient me voir parce que j'ai pas eu le temps. Et pas eu le temps de quoi? De choisir si tu prenais la rouge ou la bleue? Tu sais très bien que ce modèle, t'en as vendu tant. Donc voilà, t'as encore ce côté, j'hésite, mais je comprends, j'ai connu ça, c'est que t'as un petit peu peur aussi de t'engager. Mais voilà, c'est humain et les marques, c'est pareil, elles forecastent en avant et elles nous poussent à avancer nos prises d'ordre de plus en plus tôt, donc on les voit de plus en plus tôt, on fait des journées d'achat aussi de plus en plus tôt, tout va plus vite, et parfois, ben, c'est un peu la roulette russe avec un nouveau produit qui vont pousser mais que toi t'y crois pas, et c'est là où on doit trouver, nous, coopératives, des solutions avec les marques, parce que si c'est un four, après, le produit, c'est pas terrible, hein. Alors, l'avantage, c'est que le running a le vent en poupe. Donc aujourd'hui, il y a quand même sans doute des passerelles pour essayer de tout écouler et avoir les bons choix. Je voudrais juste revenir avant qu'on passe à un dernier volet sur ce côté e-commerce qui est très important parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué pour l'instant. Juste un petit point, tu l'as évoqué sur les magasins physiques aujourd'hui qui sont en train de s'implanter. Tu as cité des marques On, Oka, Nike et récemment Salomon sur les Champs-Élysées à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une menace pour vous? Quel regard vous portez sur ces enseignes qui veulent, tu l'as dit, aller sans doute un peu plus vers le lifestyle, mais il y a peut-être une face cachée aussi, c'est d'augmenter leur marge, puisqu'ils vont faire de la vente directe, même si les investissements sont très lourds, d'aller sur des boutiques en emplacement number one, en emplacement premium. C'est aussi pour augmenter les marges et
peut-être à terme aussi court-circuiter les réseaux spécialisés ou les réseaux généralistes. Alors sur les magasins concernant les Champs-Élysées, je suis plutôt rassurant là-dessus. Les Champs-Élysées, pour moi, c'est un micro un micro-marché dans un marché, puisque c'est plus c'est que des touristes, hein, qu'ils soient français ou étrangers. Donc les marques viennent s'acheter de la visibilité. Je pense que la plupart d'entre elles que tu as citées qui sont sur les champs seront peut-être jamais rentables au prix des loyers, etc. Elles s'achètent par contre une image et une visibilité énormissime. La difficulté pour certaines, c'est d'avoir une offre incohérente auprès du conso et à mélanger lifestyle et running. Maintenant, pour avoir visité la plupart de ces boutiques sur les champs, tu as quand même vraiment les univers bien définis et bien distincts. Où ça peut être plus problématique, c'est que certaines marques arrivent dans toutes les grandes villes. Ça, c'est une stratégie qui est écrite depuis longtemps. On va dire que pour nos petits magasins de villes moyennes et de petites villes, elles ont pas trop cette problématique. Maintenant, dans les grandes villes, que ce soit des magasins de marque, ça existait déjà, des magasins outlet, ça existait aussi déjà. C'est un autre business. Voilà, je vais prendre mon cas personnel. Il y avait une grande marque que je citerai pas dans une grande aire commerciale très connue par chez moi, et puis le magasin n'y est plus, quoi, parce que la marque n'avait pas suffisamment, je pense, d'attractivité pour être rentable. C'était une personne qui avait pris la licence de ce magasin-là. D'être monomarque aujourd'hui, c'est dur pour tout le monde, je pense. Faut vraiment être très costaud. Et je pense que ça peut être le cas sur les top 5 des marques, c'est-à-dire, comme on les a cités déjà tout à l'heure, et on a oublié de citer Puma, mais voilà, Puma, Nike, Adidas, New Balance peut-être, qui aujourd'hui font suffisamment de business pour avoir des boutiques en propre. Après, même pour les autres, c'est déjà un petit peu plus dur. Euh, Aujourd'hui, dans les grandes villes, les loyers sont exorbitants. S'ils s'achètent une image sur un ou deux magasins, pourquoi pas? Mais au bout d'un moment, il y a des financiers derrière et ils sont derrière des tableaux Excel et si c'est rouge, au bout d'un moment, ils ferment la boutique, quoi. C'est comme ça. Et après, Paris, c'est encore un petit peu différent parce que Paris, avec ce côté JO 2024, ces dernières années, il y a eu énormément de magasins qui ont poussé. Donc, on peut s'attendre, par contre, à de la casse chez les spé, mais peut-être même chez d'autres, hein. Voilà, moi, je suis assez transparent avec tout ça. On fera les comptes, je pense, en 2026, parce que les loyers, c'est de la folie suivant les emplacements. Et puis, ça peut ouvrir, mais ça peut aussi se casser la gueule. Voilà. Et donc, chez Running Conseil, pour nous, on est plutôt à l'aise parce que on fait avec le budget qu'on a en bon père de famille et on n'ouvre pas des magasins à tour de bras. Et déjà, c'est pas nos magasins. Alors, l'image du président de la République et du gouvernement, du coup, elle devient plus bonne sur les dépenses budgétaires, sur l'équilibre budgétaire. Euh, on va faire la transition avec le e-commerce pour terminer. Avant les années Covid, qui aujourd'hui servent un peu de marqueur temporel à notre génération, on pensait tous que le e-commerce allait tuer les magasins physiques dans les petites villes notamment où c'était plus facile de se faire livrer. Aujourd'hui, on a évidemment changé un peu d'avis. Depuis 2022, on assiste tous à un revirement de situation. Tu l'as décrit depuis près de 45 minutes. Il y a une augmentation de la pratique, il y a beaucoup plus d'événements, les magasins se sont aussi bien portés. Comment tu expliques ce revirement de situation alors qu'il y a 7-8 ans, on annonçait la mort du commerce de proximité? La mort du commerce de proximité, alors moi j'y crois pas du tout parce que je viens de l'automobile comme je te disais et puis je pense que les États-Unis c'est le marché numéro un sur le e-commerce et puis beaucoup de marques aimeraient faire du D2C mais s'aperçoivent que c'est pas viable parce que même avec leur site c'est très faible quoi. C'est les retailers qui arrivent à mieux vendre que eux. Donc là-dessus je suis assez à l'aise. Nous, on a vu une différence pendant le Covid où on a mis un pansement sur une blessure de guerre, hein.
on a créé dans l'urgence un site internet par magasin à l'époque qui servait ouais, bah, de réserver des produits, de les vendre en ligne, de réserver des rendez-vous puisqu'on pouvait venir avec le papier, venir une heure, et on faisait ça toute la journée. Et il y a eu aussi un regain d'amour, je pense, pour les Français à ce moment-là du commerce de proximité. Et aujourd'hui, nos magasins, je te parlais du côté humain parce qu'on est une coopérative, bah, je pense que ça compte beaucoup parce que il y a des clients qui viennent dans nos magasins le lundi, le mardi, le mercredi, ils viennent juste pour te parler de la course du week-end d'avant, quoi. Et on a cet aspect social, tu vois, aussi identitaire, communautaire. On a tous aujourd'hui des groupes de coureurs quand on fait des testings avec les marques depuis des années. Moi, je suis arrivé, ça débutait à peine, mais mes concurrents n'en faisaient pas à l'époque. Et quand on a mis ça en place dans notre magasin avec Thierry, ben, on était un petit peu des précurseurs. Et puis, tout le monde ensuite s'y est mis. Et aujourd'hui, ben, le test est complètement démocratisé, voire les marques resserrent la vis là-dessus pour économiser d'un côté ou de l'autre, ou alors vont le faire avec les magasins qui font les meilleurs tests avec des critères bien définis, du quantitatif, du qualitatif. Donc tout le monde veut faire plus avec moins, et ça c'est un petit peu le marqueur en ce moment des marques qui nous accompagnent, et nous on avance tranquillement. On est arrivé au e-commerce, on y connaissait bah, pas grand-chose, je te dis, avec notre site par magasin qui était obsolète mais qui a fait son temps pendant 6 mois. Et puis derrière, on s'est aperçu qu'il y avait une nouvelle collection qui rentrait et que bah, il fallait mettre à jour le catalogue électronique. Alors imagine-toi, toi, t'es de la tête dans le guidon post-Covid, on s'est tous fait défoncer en magasin, créer des fiches, des trucs, laisse tomber, c'était impossible. On avait une agence de com qui nous faisait ça, mais il y en a deux, trois qui avaient des sites qui tournaient bien. Les autres, c'était, ouais, j'emploierais pas le terme pourri, mais au bout de 3, 4 saisons, ben, le catalogue électronique, il était pas en adéquation avec ton mural chaussures, ni avec ta diète. Encore là, ça bougeait moins. Mais ça a beaucoup changé la diététique aussi ces derniers temps. Donc, le bon sens a dit, allez hop, fait table rase du passé, on arrête tous ces sites, on en fait un seul, on mutualise tout ça. Du coup, on a énormément gagné en référencement. Et puis derrière, on a activé un système comme le font les coopératives Intersport et Sport 2000, c'est du ship from store, c'est-à-dire aujourd'hui le stock il est dans les magasins, et toi en tant que client tu vas passer une commande, bah, c'est dans un rayon de X kilomètres, les magasins les plus proches ont une notification sur leur outil de caisse, ils sélectionnent la vente, hein, donc ils la captent. Une fois que cette vente est captée, ils empaquettent le colis, ils appuient sur le bouton suivant qui déclenche le passage du transporteur en magasin, et la vente est réalisée et on livre le client assez rapidement. Et d'ailleurs, à ce sujet, ben, ça fait 4 mois seulement qu'on a déployé ce nouveau site 2.0 chez Running Conseil. Et tu vois, on a une croissance mensuelle de 65%, 66 exactement chaque mois. Donc chaque mois, on fait 66% de plus que le mois d'avant. Donc depuis 4 mois. Alors on est parti de quasi le néant, hein, mais voilà, c'est plutôt encourageant, et on est assez surpris de vendre aussi beaucoup de produits hors promotion. On pensait que on vendait que de la promo sur Internet ou du prix barré. Ben, non, pas du tout. Donc c'est un nouveau levier pour les magasins, puisque ce sont les magasins qui font ce business-là. Nous, on vient juste en tant que coopérative faire un petit peu le gendarme, et on est l'interlocuteur du client final, tout simplement, que ce soit pour le SAV, l'envoi, le retour. On gère toute cette partie-là, et ouais, ça a été un beau chantier là, tu vois. J'en ai mené pas mal depuis que je suis arrivé, mais celui-là, le jour où il était finalisé, ça m'a levé un poids sur le dos. Alors vous avez mis en place ce site en fin d'année 2024, donc c'est tout récent. Est-ce qu'aujourd'hui c'était indispensable d'y aller, et est-ce que finalement le marché s'est pas un petit peu retourné pour passer vers un marché de services et de conseils plutôt juste un marché de prix qu'on peut retrouver sur Internet? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là d'aller prodiguer de l'expérience, du conseil, du service? C'est indispensable? Bah, pour moi, c'est notre clientèle. En fait, c'est un levier pour les magasins, mais c'est des clients qui peut-être, je dis bien peut-être, seraient jamais venus chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires
par rapport à l'ouverture, même si tu as une grosse amplitude horaire, c'est peut-être des gens où notre maillage géographique fait qu'on n'est pas présent sur ce secteur-là. Aujourd'hui, tout le monde a une vie à 100 à l'heure. Tu rentres chez toi, des fois il est 20 heures, tu dis ah, j'ai pas eu le temps de ci, j'ai pas eu le temps de ça, ben, tu allumes ton ordi et tu fais une commande. Donc si tu veux, c'est ce besoin-là qu'on est venu un petit peu combler, même si il y a pléthore de marques qui étaient sur la toile, mais on s'aperçoit que ben, on a ça. Et puis aujourd'hui, ça nous sert aussi de transfert intermagasin. Donc ouais, c'est une belle solution pour nous. Maintenant, je pense pas que ce soit réellement les mêmes clients, tu vois. Le client qui vient chez nous, qui pousse la porte d'un magasin, on est des magasins de destination. Il a quand même fait une démarche de venir et quelque part, il est demandeur et celui qui est demandeur, il va se dépanner une fois ou deux sur le net parce qu'il connaît sa taille, sa pointure et le modèle qu'il a, mais les modèles changeants, tu as un potentiel changement, infime soit-il, mais la mousse, l'écartement médio-pied, si on veut rentrer dans la partie technique, le chausson qui a un petit peu changé, tu as des tailles d'une marque à l'autre, ça ne chausse pas pareil, ça ne taille pas pareil, et dans la même marque, d'un modèle à l'autre, tu as une différence de taillon aussi. Il y a des chaussons fins, des chaussons larges, des chaussons intermédiaires, et puis voilà, et puis quand tu as un doute, aujourd'hui, on avait plein de clients qui voulaient absolument des plaques carbone parce qu'ils étaient, voilà, on leur avait rentré dans la tête qu'il fallait une plaque carbone pour avoir, bah, pour améliorer ton chrono. Et puis moi, j'avais un client et je vais déconseiller de prendre ça parce qu'il avait pas le niveau. En plus, il était un petit peu au-dessus de la moyenne en poids et je lui disais, tu risques de te blesser. Et ce gars-là, je me rappelle l'avoir croisé ensuite sur une course et il me dit, bah, tu vois, je t'ai pas écouté et j'ai quand même amélioré mon chrono de 10 minutes, c'était sur un marathon. Je lui dis, bah, c'est normal, t'es passé de un entraînement par semaine à 4. Donc ça n'a rien à voir avec la chaussure, mais lui était persuadé que c'était la chaussure. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Entre-temps, effectivement, il s'était blessé. Son médecin lui avait dit qu'il avait fait une belle connerie. Mais voilà, les marques lui vendaient ça via les réseaux, et ben lui, il fonçait, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois les coureurs au bord de mer chez moi, ben, tu sais, toute la côte, ça court à tout va. Et on a de la chance d'avoir une météo clémente. Je me dis, on a encore du boulot parce que, et quand je me déplace dans les autres régions de la France, c'est la même chose, c'est le même constat. Sur une course, tu te dis, ben ouais, ils pensent être bien équipés, mais non, ils le sont pas. Et ça, malheureusement, tant qu'ils seront pas allés voir un spécialiste, ces gens-là, ben, ils auront jamais la bonne pompe, hein. Quand on observe les courses effectivement en milieu et fin de peloton, on se rend souvent compte que les gens sont pas très bien équipés. Je passe aussi sur un autre segment qui est votre fonds de commerce aussi, c'est le portage. On voit beaucoup de sacs qui ballottent et des gens qui ont des sacs qui sont absolument pas à leur taille. Donc oui, il y a beaucoup de boulot, je pense, de conseils et d'accompagnement à réaliser. Jérémy, on va terminer ce long épisode. On avait dit 1 heure et on a plein de choses à se dire. Juste sur la vision à 2030, alors tu parlais tout à l'heure que vous aviez écrit le plan à 7 ans, qu'il allait se terminer l'an prochain. Je ne vais pas te demander de nous dévoiler tes idées pour les années 2026-2033, mais est-ce que vous avez déjà des projections? Est-ce que vous faites le dos rond à vous dire que cette expansion, elle va peut-être un moment se calmer, qu'il va falloir justement partir sur une stratégie plan A et peut-être une stratégie plan B? Est-ce que vous avez déjà cette vision? Alors, je vais être transparent avec toi, j'ai pas la prétention d'avoir une boule magique et de pouvoir me projeter à 2033, sinon, je pense que je serais un demi-dieu et non, non, je suis un être humain et en plus, je pense que je suis encore en phase d'apprentissage. Ça fait que 18 mois que j'ai changé de boulot, même si je connais très très bien le marché, hein, franchement. J'arrive quand même à me projeter à 2027 aujourd'hui, donc c'est énorme, hein. On est début 2025, donc tu vois, de se dire on va arriver là, là et là, et je pensais que le marché allait se tasser un petit peu plus sur 2025, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance de l'ordre de 10%. Le mois de janvier m'a clairement fait mentir, puisqu'on est encore à plus 30%. Je pense que on va pas faire toute l'année comme ça va redescendre tranquillement, mais on va quand même être en belle croissance sur 2025 et ce sera une nouvelle année record pour nous, pour les marques, parce qu'il y a des indicateurs qui sont énormissimes. Tu vois, je te parlais des courses partenaires, et nous, c'est Marseille-Cassis, notre course partenaire, mais l'année dernière, ça a été complet en 3 heures. L'année d'avant, c'était en 3 semaines.
et voilà. Et si tu remontes dans le temps, c'était peut-être en plusieurs mois. Donc non, non, il y a des indicateurs qui sont ceux-là, qui sont plus que positifs. Il y a autant de monde sur liste d'attente que de participants, et pourtant il y a 20 000 coureurs. Donc je pense que toutes les personnes qui sont ces nouveaux clients chez nous, nouveaux coureurs, ces nouvelles runneuses aussi, parce que je te disais, ça se féminise. Bah déjà, elles accrochent, ou ils accrochent plus de dossards. Donc c'est un petit peu ce qui a changé. On a été tombé dans un sport qui était un sport mass market, mais voilà, où les gens n'étaient pas forcément performeurs. Maintenant, il y a ce côté appartenance où tu dois ramener une médaille, tout ça. Donc, si tu dois ramener une médaille et donc faire une course, tu es obligé d'avoir une pratique qui est plus intensive. Et donc, ce mass market, s'il devient un marché un peu plus performance, automatiquement, les ventes vont monter. Donc, c'est aussi ce qui explique notre embellie. On en parlait tout à l'heure avec une marque, où on disait que maintenant, le certificat médical, tu vois, il y a, limite, tu fais des questionnaires. Alors, moi, j'ai pas fait de course depuis longtemps, hein, je suis un peu décroché, ça y est. Mais c'est aussi beaucoup plus facile pour les coureurs de s'inscrire sans passer par la case docteur, parce que bah, pour aller chez le médecin, c'est une tannée aussi. Donc, je pense que toutes ces choses-là, 2025 va être une super année. 2026, j'ai alerté mes marques partenaires et mes concurrents à ce que bah, si on fait tous les imbéciles et qu'on veut tous doubler notre chiffre du jour au lendemain, bah, on va peut-être se casser la gueule plus tôt que prévu. Mais je suis aussi conscient que 2026, on va grossir. Pour nous, ça sera peut-être plus sur du recrutement de magasins indépendants extérieurs. Et je pense qu'à partir de fin 2026, début 2027, on reviendra à de la normalité. Quoi, en tout cas, on va se stabiliser sur ce nouveau niveau qu'on a tous en magasin et parce que bah, tu peux pas avoir des croissances comme ça à terme, hein. Voilà. Beaucoup de lucidité. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy, pour la transparence, pour toutes ces informations que tu as pu nous dévoiler, les chiffres et toute cette clarté, en tout cas, d'avoir cette stratégie aussi limpide. Merci beaucoup. Je rappelle juste que tu parlais du parcours prévention santé, le fameux PPS qui désormais permet de pouvoir s'inscrire sur une course sans avoir de certificat médical et qui simplifie aussi la vie des organisateurs de devoir gérer des faux certificats médicaux, qui était une vraie corvée de vérification. En tout cas, c'est sûr que ça a dû libérer pas mal de gens, en tout cas dans la pratique, même si aujourd'hui, tu l'as dit aussi, il devient de plus en plus compliqué de s'inscrire sur des courses, puisque c'est complet souvent en moins de 10 minutes ou dans la journée, même si le nombre de courses a repris aussi son évolution. Il y a plus 13% en 2024 de courses de trail et plus 5% de courses sur route aussi en 2024, selon une étude récente qu'a publiée Miles Republic. Donc, merci beaucoup pour cet échange très clair. Et je tiens à remercier en même temps Isabelle qui a facilité notre mise en relation de l'agence Norse. Et puis, je passe un petit bonjour s'il nous écoute à Jean-Marc Bozon, qui est un des pionniers, un des fondateurs de ce réseau. Merci beaucoup et à bientôt, Jérémy. Et merci Fred pour cette intervention. C'était très intéressant. C'est passé vite au final. Je pensais que ça allait être plus long que ça. Et merci à tous ceux qui ont écouté ça. Et voilà. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.